Alors voilà, c'est pas mal. On a mis une image qui occupe quand même une bonne partie de la page ici. Ici, on aura du texte. Mais il faut vraiment profiter. Si vous avez l'occasion d'imprimer chez un imprimeur, il faut faire du fond perdu. C'est-à-dire que ici, je vais étendre comme ça l'image en dehors des limites de la page. Voilà. Comme ça. Largement en dehors des limites de la page. En fait, l'imprimeur va imprimer 3 mm en dehors des limites de la page, puis il coupera la page. Il y aura un façonnage du document. Donc c'est ce qu'on appelle du fond perdu, c'est-à-dire qu'on fait aller les images au-delà du bord de la page qui est ici en noir. Alors l'image ne va pas encore jusqu'au bord, vous avez deux solutions, soit vous l'agrandissez par double clic et comme on a vu, soit vous demandez à InDesign de vous l'agrandir dans le bloc en faisant menu Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement, et voilà l'image agrandit le bloc. En passant en affichage aperçu, là en dessous, le raccourci c'est W au fait. On n'a même pas besoin de cliquer, c'est le raccourci W. Vous arrivez à voir ce que ça donnera. Le document va ressembler à ça. Et ça, c'est ce que vous voyez dans les livres et dans les magazines. Contrairement à ce qui se passe quand on fait une impression sur une photocopieuse couleur ou une imprimante, vous avez la possibilité, chez un imprimeur, de faire aller les images jusqu'au bord des pages. Vous pouvez aussi, bien sûr, imprimer vos affiches chez vous sur du jet d'encre sur un papier plus grand que le format de l'affiche et puis vous recoupez au cutter, bien sûr. En tout cas, c'est une astuce visuelle pour donner un côté professionnel à vos documents. Je suis en affichage aperçu. Il n'est pas interdit, en étant en affichage aperçu, d'aller double-cliquer sur l'image et avec la flèche noire, d'essayer d'agrandir. Alors, vous avez peut-être remarqué que quand vous bougez rapidement la poignée, vous ne voyez le résultat que quand vous lâchez le bouton de la souris. Si vous cliquez sur la poignée, vous attendez un tout petit peu et vous bougez, vous avez une vue en temps réel de ce que ça donne. Donc ça, c'est la petite astuce. Il faut laisser un peu de temps à InDesign de faire la prévisualisation de l'image. Donc si vous cliquez et bougez directement la poignée, c'est seulement quand vous lâchez le bouton de la souris que vous voyez ce que ça donne. Si vous cliquez, vous gardez un tout petit peu, une seconde, et puis vous bougez, vous l'avez en temps réel. Même chose quand on déplace, là j'enfonce plus aucune touche. Je déplace, mais j'ai cliqué et j'ai attendu un tout petit peu, et là quand je déplace, c'est du temps réel. Parfait. Quelle est la résolution effective de cette image dans InDesign? Est-ce que c'est valable? Pour une sortie sur tablette, il faudra du 144 pixels par pouce. Ici, je suis à 126. C'est certain que chez un imprimeur, elle sera un peu floue, mais on peut l'améliorer dans Photoshop. Photoshop a un système de multiplication de pixels intelligent et on va demander d'améliorer ça. Est-ce que vous avez aussi une image qui, à force d'être agrandie comme ça, elle est largement en dessous des 300 pixels par pouce? Ça va, vous l'avez? Ok, on va l'ouvrir dans Photoshop et essayer de l'améliorer. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer votre document de temps en temps, il ne faudrait pas perdre ça. Bon, normalement, InDesign vous sauvegarde toutes les 5 minutes et en cas de plantage, ça va vous récupérer au moins vos 5 dernières minutes de travail. Je vais aller vérifier dans les préférences. Ici, ne le faites pas, mais je vais juste vérifier dans les préférences gestion des fichiers au niveau de... Ce n'est pas ici. Si, c'est ici. Enfin, en tout cas, ça, c'est le fichier de récupération. Bon, c'est quelque part ailleurs que c'est indiqué toutes les combien de minutes il récupère. Il faudrait que je trouve où c'est. Je ne sais pas si c'est réglable comme dans Photoshop d'ailleurs. Bon. Mais en tout cas, voilà, InDesign, de toute façon, depuis le départ, depuis la première version en 99, en cas de plantage, vous récupère le fichier. Et ça, c'est une bonne chose.
Ok, alors vous avez une image dont la résolution est trop faible pour être utilisée à cette dimension-là sur la page, en tout cas c'est mon cas. Eh bien, on peut tenter avec Photoshop, et ça ne fera pas de miracle, mais on peut tenter d'améliorer l'image en multipliant les pixels éventuellement, si vous devez absolument utiliser cette image à cette dimension-là sur la page. Alors voilà, vous allez dans la palette des liens, vous avez votre image qui est là sélectionnée sur votre page, donc vous voyez très bien où elle est, l'image c'est celle-là. D'accord? Si on clique à côté dans le document, le lien n'est plus mis en surbrillance, il n'est plus sélectionné. Mais si on clique sur le bloc là, on voit très bien que c'est celle-là. Alors vous allez demander dans le menu de la palette des liens, vous allez demander non pas d'éditer l'original, parce qu'il s'agit d'un fichier JPEG et Photoshop n'est sans doute pas réglé sur l'ordinateur pour que les fichiers JPEG s'ouvrent dans lui. C'est plutôt réglé pour que ça s'ouvre dans le logiciel d'aperçu de l'ordinateur. Donc il va falloir que je précise avec quel logiciel je veux ouvrir cette image JPEG. Donc éditer, modifier avec, hein, donc menu de la palette lien, modifier avec. Et là, tous les logiciels qui sont capables d'ouvrir des images JPEG sont listés, tous ceux qui sont sur l'ordinateur. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir avec Photoshop ici, voilà. Vous l'ouvrez avec Photoshop. Photoshop devrait s'ouvrir tout seul et ouvrir l'image. Donc, vous n'avez pas la liste quand vous faites clic droit, modifier avec. Et tout en bas, est-ce que vous avez le mot autre? Ah ben alors, allez dans autre et précisez, ça devrait vous amener dans le dossier des programmes de l'ordinateur. Et vous précisez que vous voulez l'ouvrir avec Photoshop dans ce cas-là. Il va falloir naviguer jusqu'au dossier des programmes de l'ordinateur. Ou alors, autre solution, vous ouvrez Photoshop à côté d'InDesign et vous ouvrez cette image-là dans Photoshop et ça marchera quand même. Hein. Vous allez ouvrir ce fichier-là dans Photoshop. Vous connaissez le nom puisqu'il est indiqué là. Voilà, donc si vous n'êtes pas arrivé à ouvrir ça dans Photoshop, bien sûr, vous ouvrez Photoshop, vous faites Fichier, Ouvrir. Ah tiens, il est en version française ici. Vous faites File, Open, et vous allez chercher là où il se trouve votre fichier. Alors comme on me le faisait remarquer, bien sûr, il est possible de dire que les images JPEG s'ouvrent d'office dans Photoshop. C'est ce qu'on appelle le réglage du logiciel créateur. C'est-à-dire, c'est un réglage dans Windows, il va falloir indiquer que les JPEG, et sur le Mac aussi, que les JPEG doivent s'ouvrir dans tel ou tel logiciel. Je ne vais pas expliquer ça ici, mais en tout cas, voilà. D'une manière ou d'une autre, vous êtes arrivé à ouvrir votre image JPEG dans Photoshop. Alors voilà, on est dans Photoshop, vous allez... là, j'enfonce sur le Mac. Hein. Sur le Mac, j'enfonce la touche F. Sur le PC, vous n'avez pas besoin de faire la touche F. C'est juste pour afficher l'image plein écran. Mais vous étiez déjà sur le PC en plein écran parce que le PC fonctionne comme ça. Est-ce que vous avez la possibilité, avec la barre d'espacement, de bouger l'image comme ça? À mon avis, non. Il va falloir que vous enfonciez en effet la touche F, même sur Windows, pour arriver à faire ça. Barre d'espacement, bouger l'image dans la fenêtre, c'est quand même pratique dans Photoshop. Et je pense que sur Windows, vous devez quand même, malgré tout, enfoncer la touche F pour y arriver. Oui, vous confirmez. Là, je vais double-cliquer sur la loupe dans la palette des outils de Photoshop, ce qui me met l'image à l'échelle 100%. Alors, échelle 100%, ça veut dire quoi? Rien à voir avec la dimension de l'image si on l'imprime. Ça veut dire que chaque pixel de l'image s'affiche sur un point d'écran. Quand on double-clique sur l'icône de la loupe dans la palette des outils de Photoshop, ça fait l'échelle 100%. Chacun des points de l'image s'affiche sur un point d'écran. Donc évidemment, l'image est constituée de pixels, comme vous le savez. Donc c'est la meilleure manière de vraiment juger de la qualité de l'image quand on l'affiche sur un écran dans Photoshop, l'afficher à l'échelle 100%. Si vous êtes avec l'image qui est à 50%, 66% d'affichage, vous n'avez pas un affichage fiable. Alors, nous allons multiplier les pixels dans cette image en utilisant Photoshop. Menu Image, taille de l'image. Bien sûr, InDesign sait aussi multiplier les pixels
à l'exportation du PDF. On peut faire passer l'image qui était en 124 pixels par pouce, résolution 124, la faire passer à 300 au moment de l'exportation du PDF, mais Photoshop le fera mieux. Donc menu image, taille de l'image. Alors la boîte taille de l'image chez moi est arrivée très grande parce qu'en fait elle se redimensionne. Voilà sa taille normale, mais je peux la mettre comme ça en haut à gauche, la prendre par sa petite partie en bas à droite et l'agrandir. C'est pas interdit. Alors voilà, vous avez rééchantillonnage qui est enclenché. Vous avez ici la manière de multiplier les pixels. Alors dans les dernières versions de Photoshop, on a conservé les détails 2.0. Sinon, il faudra choisir conserver les détails. C'est en tout cas une méthode d'agrandissement des images qui vous propose un curseur qui sera surtout utile pour retirer les artefacts, les petits grumeaux de pixels sur les surfaces unies. Et donc, on n'en aura pas ici, à mon avis, parce que c'est surtout quand on agrandit des images qui contiennent des objets industriels comme des voitures. Typiquement, quand on agrandit, quand on multiplie les pixels, on nettoie la surface grâce au curseur ici. Je vais le laisser sur 0, la réduction de bruit. Alors, on va modifier quoi? On va essayer de modifier la résolution. Pourquoi? Parce qu'on va tenter de garder les centimètres de l'image tels qu'ils sont là, indiqués dans le fichier d'image qui est utilisé par InDesign. Si on modifiait les centimètres ici, il faudrait repositionner l'image dans InDesign. En modifiant seulement la résolution, un repositionnement de l'image ne sera pas nécessaire. Vous comprenez? Je ne vais pas changer la taille en centimètres de l'image, je vais changer juste la densité des pixels. Alors à la place de 72 ici, on peut éventuellement taper, je vais essayer de taper 180, pourquoi pas. 180, ce qui va me faire une image qui passe d'une taille de 12,5 mégas dans mon cas, c'est la taille du fichier ouvert dans Photoshop. Pas nécessairement la taille du fichier JPEG sur disque dur, parce que là c'est compressé, mais en tout cas la taille du fichier ouvert dans Photoshop. Je passe de 12 à 78, donc oui, ça multiplie quand même pas mal de nombre de pixels. La définition de l'image est augmentée. Si je garde le même nombre de centimètres et que j'augmente la densité de pixels, je multiplie les pixels. C'est comme ça que je densifie les pixels sur une distance de 2,54 cm. C'est en les multipliant ici, avec Photoshop. Mais forcément, il y a plus de pixels dans l'image. Alors voyons un peu ça. Je vais ici zoomer avec les raccourcis de Photoshop, barre d'espacement contrôle sur le PC, barre d'espacement Alt pour zoomer en arrière, barre d'espacement contrôle sur le PC ou commande sur le Mac, barre d'espacement commande. Alors il y aurait peut-être besoin malgré tout d'augmenter un peu le curseur, réduction du bruit. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va nous faire quelque chose de valable? L'image avait déjà beaucoup de grains en fait, parce que, à mon avis, c'était déjà un recadrage. Oui. Oui, on peut augmenter la réduction du bruit, ça va enlever un peu de grains. Mais dans ce cas-ci, ça n'est pas extraordinaire. Mais en tout cas, voilà, on a multiplié les pixels. Alors, si vous voulez voir l'avant et après, il suffit de se positionner sur la preview ici, d'enfoncer le bouton de la souris, et vous voyez comment c'était avant. Et après multiplication des pixels, voilà à quoi ça ressemble. Donc je clique, je garde enfoncé, c'est avant, je lâche le bouton de la souris, c'est après. Donc il faut quand même régler le curseur pour avoir un truc pas trop moche. Donc voilà, Photoshop est quand même l'outil pour multiplier les pixels, l'outil le plus performant. Je clique sur OK. Je vais enregistrer l'image sur disque dur sous le même nom, au même format JPEG. Je fais donc fichier enregistré. Fichier enregistré. Voilà, la qualité 12 maximum, c'est bien. OK. Donc vous faites fichier enregistré. Vous retournez dans InDesign, il n'y a pas besoin de quitter Photoshop. Si vous avez un ordinateur assez puissant, ça devrait le faire. Et c'est déjà mis à jour normalement. Enfin, ça dépend. Moi, comme j'avais demandé d'ouvrir l'image au départ de InDesign, il a déjà fait la mise à jour. Par contre, vous, si vous l'avez ouverte en parallèle de InDesign, vous devriez avoir un petit point d'exclamation ici quelque part qui vous dit que l'image doit être mise à jour. Il va falloir cliquer sur l'icône de la double flèche ici. La double flèche là.
pour mettre à jour réellement l'image dans InDesign. Donc si vous l'avez fait en ouvrant l'image dans Photoshop, en faisant fichier ouvrir dans Photoshop, InDesign ne sait pas que vous avez fait la mise à jour, enfin que vous avez modifié l'image. Je veux dire, il ne sait pas s'il doit faire lui-même tout seul la mise à jour, c'est ça. Est-ce que vous avez votre petit point d'exclamation jaune là, dans un triangle? Vous cliquez là-dessus, ça fait la mise à jour, vous devriez voir que l'image change. Et ici, je suis remonté à 316. Tout à l'heure, j'étais à 124 pixels par pouce, je suis maintenant à 316, voilà. Donc c'est une des manières de multiplier les pixels quand on a besoin d'utiliser une image vraiment grande dans la mise en page et malheureusement, elle n'est pas assez précise. On peut artificiellement dans Photoshop aller régler ça. Donc voilà, vu que vos ordinateurs sont un peu faibles, quittez Photoshop parce que sinon, ça va un peu ralentir votre travail dans InDesign. Alors voilà, je vais continuer le travail de mise en page sur ces deux pages. Je vais ici repasser en affichage normal dans InDesign et je vais mettre du texte, deux colonnes de texte sur la page de gauche, une colonne sur la page de droite. Donc ça va être assez facile. Je vais ici supprimer, oui on va faire comme ça, supprimer ces rectangles-là, ceux-là aussi, agrandir ceux qui restent, ça va être mes colonnes de texte. Voilà. Et ici, supprimer cela. Voilà. Donc voilà à quoi va ressembler la mise en page de ces pages-là. Des images sur le côté ici, du texte ici, une image qui déborde là. Voilà. Alors c'est pas terrible, mais c'est quand même mieux que dans Word pour l'instant. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans InDesign, la mise en page, c'est très souple, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça la différence par rapport à Word, c'est que le positionnement des images, des textes, c'est vraiment très souple. Alors voilà, on va mettre du faux texte juste pour voir ce que ça donne. Vous allez prendre l'outil texte et cliquer sur le bloc pour le transformer en bloc texte. Quand vous avez fait ça donc avec l'outil texte, vous allez remplir le bloc. Il y a le curseur là qui clignote, qui attend qu'on remplisse. Vous allez faire un clic droit, remplir avec le texte de substitution, fill with placeholder text. Voilà. On n'a pas encore travaillé la typographie, on va se contenter du texte qui arrive là, le texte basique. La typographie, choisir le caractère, l'interlignage, la dimension, ce sera pour plus tard. Je fais la même chose pour la colonne de droite, là, clic droit. Donc bien sûr, à un certain moment de la mise en page, là, ce sera remplacé par du vrai texte. Mais en attendant, on peut malgré tout commencer avec du faux texte comme ça. Alors surtout, n'essayez pas de lire parce que c'est du faux latin. En plus, c'est vraiment dégueulasse ce qu'il racontait, c'est pas pour les enfants, donc ne lisez pas. Alors la couleur rose sur le fond des blocs, elle servait uniquement pour voir le bloc, mais maintenant qu'il est rempli de texte, on voit que c'est un bloc à cet endroit-là. Donc la couleur rose, je vais la supprimer. Je vais sélectionner par exemple les deux blocs comme ça, les deux blocs qui sont là, j'englobe ne fût-ce que partiellement les deux blocs. Ils ont le même fond qui apparaît là. S'ils avaient des fonds différents, on aura un point d'interrogation. C'est pas grave, ce serait le même principe. On va supprimer le fond. Vous devez avoir la case de fond dans la palette des outils, la case de fond qui est en avant-plan. Vous allez cliquer sur la diagonale ici pour enlever la couleur rose corset de grand-mère qui se trouve là. Voilà. Ah oui, il faut être précis. En graphisme, c'est important. En plus, on aime bien les grand-mères en graphisme. En général, elles dirigent les bureaux. Voilà. On reste un peu dans le thème, hein. Les loups, les hyènes, les cougars, c'est un peu la même chose. Je rigole.
Alors, vous avez quelque chose qui ressemble déjà à un document un peu plus professionnel, bien qu'il manque plein de choses, notamment la numérotation des pages, enfin plein de choses, des titres, des espaces entre les paragraphes. Il y a plein de choses qui manquent, bien entendu. C'est un peu diversifié, hein, quand même d'une page à l'autre. On sent qu'il y a une structure, c'est ça l'idée. C'est que dans tout le document, il faut qu'on sente qu'il y a une structure derrière qui est commune, mais malgré tout, d'une page à l'autre, il faut de la diversité. C'est ça le secret d'un bon document de mise en page. De la structure commune à tout le document, mais en même temps, d'une page à l'autre, de la diversité. Ok, donc je continue et je vais repasser ici en affichage standard, donc touche W si vous voulez, ou alors cette icône-là. Comme ça, on voit bien la structure de la construction du document. Et alors, je vais aller mettre un titre là au-dessus, dans un bloc, rien que pour le titre, c'est une manière de faire. Mais il va falloir d'abord que j'aille baisser la poignée du centre de chacun de ces deux blocs ici. Du coup, quand vous avez demandé de remplir avec du faux texte, ça a rempli au maximum, ben, il ne va plus y avoir assez de place pour tout montrer. Vous allez avoir une petite croix rouge ici qui va apparaître pour vous indiquer qu'il y a du texte qui sort du bloc. Ça n'a évidemment aucune importance puisque c'est de façon du faux texte ici. Donc je vous montre, je prends la poignée là, je la baisse là. Vous voyez, ça c'est une gouttière indiquée par les repères. Donc juste sous la gouttière, c'est ce qui est un espacement entre des blocs. On parle de gouttière horizontale ou verticale. Sous la gouttière, j'ai le début du bloc qui est là et la croix rouge qui indique que oui, forcément, il y a du texte qui n'apparaît plus. Que faire dans ce cas-là? Ben, il faut supprimer du texte du bloc, il faut faire la police de caractère plus petite, enfin, il y a plein de solutions. Et c'est ça que ça vous indique ici, une erreur. Ça veut dire qu'il y a du texte en excès dans un bloc. Ben, on va créer une deuxième erreur, c'est tellement gai. Alors allons-y, je prends l'autre bloc, je baisse jusque là, voilà. Ah, 2 erreurs, ah, ça devient jouissif. Ok, donc on a la place pour faire un titre là. Je vais prendre l'outil texte et créer un bloc pour le texte. Donc vous voyez que nos rectangles roses de départ, ils nous sont utiles pour démarrer la mise en page, mais après vous pouvez bouger les blocs selon les repères qui passent, qui indiquent les gouttières entre ces rectangles d'origine là. Vous pouvez, donc c'est ce qu'on a fait là, repositionner la hauteur d'un bloc, c'est pas interdit, recréer carrément un nouveau bloc, voilà, c'est ce que je fais ici, outil texte. Et oui, je pourrais créer un bloc diagonal et venir cliquer dedans avec l'outil texte, ça le transformerait en bloc texte. Mais je peux aussi directement prendre l'outil texte et faire un cliquer glisser, comme ça, voilà. Je vais sélectionner avec la flèche noire le bloc, comme ça vous voyez où il est. Alors attention, je le supprime pour vous montrer que je pense que si vous cliquez sur la marge avec l'outil texte sans bouger, ça risque de vous faire des blocs. Oui, non, ça ne le fait pas ici, ça marche. Donc faites gaffe quand même, hein, c'est un cliquer glisser ici. Parce que parfois avec l'outil texte, quand on clique sur une marge, ça fait un bloc. Ça fabrique un bloc texte sur toute la page. Ça n'a pas été le cas ici apparemment. Ça n'a pas été le cas, c'est parfait. Donc voilà, vous avez votre bloc texte qui est là. Et vous allez cliquer un titre dedans. Donc outil texte, oui, ça clignote dedans. Vous tapez un titre. N'importe quoi, c'est bon. Hein. Avec 2 N, ça va, nous, à Solène. Bonne question. Il faut vérifier, il y a un vérificateur orthographique. Un seul. Ok. Alors, on va pouvoir, ce texte, évidemment c'est un titre, réécrivez pas la Bible. Hein. Donc on va pouvoir le modifier. Pour le modifier, il y a 2 solutions. Soit je sélectionne le bloc et je vais aller modifier dans la palette de caractères, la dimension, etc. Soit je sélectionne avec l'outil texte, le texte, comme ça, et je le vais, même chose, palette de caractères, je vais le modifier. Quel est l'intérêt de faire comme ça, avec l'outil texte, sélectionner le texte? C'est quand on veut modifier une partie du texte qui est dans un bloc.
Mais là, dans ce bloc, il n'y a que ce texte-là. Donc, au lieu de le sélectionner comme ça et de le voir en négatif et de ne pas vraiment voir ce que je fais, je vais sélectionner plutôt le bloc. Vous voyez la logique. Si je veux modifier tout le texte qui se trouve dans un bloc, j'ai intérêt à sélectionner le bloc avec la flèche noire. Comme ça, le texte est toujours vu correct. Il ne passe pas en négatif comme quand je le sélectionne avec l'outil texte. Ensuite, vous allez dans le menu texte en haut de l'écran, Type, caractère. Voilà, la palette caractères. Vous allez pouvoir modifier la dimension. Si vous voulez que ça aille plus vite, quand vous modifiez ici, touche majuscule et ça va plus vite. Vous voyez, on passe de 10 à 10. C'est toujours le même principe dans tous les logiciels Adobe. Alors, important, quand vous faites du texte dans InDesign et surtout des titres, il faut faire attention à l'espacement entre les caractères. Alors, regardez mon texte ici qui a des trop gros espacements. Je ne sais pas si vous le sentez parce que c'est le travail d'un graphiste. Ceux qui ont fait du graphisme le voient sans doute. Entre le B et le E, l'espacement est trop grand. Entre le P et le O aussi. Peut-être entre le D et le E aussi. Donc il y a un problème d'espacement de caractères. Il y a possibilité de le modifier manuellement, mais on peut aussi demander à InDesign de régler le problème pour nous. Et ça se fait dans la palette caractères. Donc non seulement j'ai demandé un texte ici à 40 points, mais je vais en plus aller lui demander de passer en crénage optique. C'est-à-dire que plutôt d'avoir un bête espacement régulier, mathématique, entre les caractères, je vais lui demander d'aller régler lui-même l'espacement en passant ici en optique. Regardez mon titre, on voit le mot poulain. Dès que je passe en optique, vous avez vu que le O s'est rapproché du P. Même chose entre le B et le E, d'ailleurs, ça ne se voyait pas sur l'écran. Je repasse en métrique. Vous avez une approche entre les caractères, une approche de paire, on appelle ça P-A-I-R-E, une approche de paire qui n'est pas bonne. Si vous passez en optique, c'est tout de suite mieux. Ah oui, au fait, il est indiqué ici que la langue est de l'anglais parce que je suis dans la version anglaise de InDesign. En fait, j'ai fait fonctionner mon système d'exploitation en anglais, le Finder, le gestionnaire de fichiers en anglais, et du coup, InDesign est en anglais quand je le lance. C'est parce que vous êtes sur des machines où vous n'avez pas le choix. Votre InDesign est en anglais, donc j'ai adapté mon ordinateur ici pour qu'il fonctionne en anglais. Donc dans les préférences langage de mon ordinateur ici, j'ai fait en sorte que l'anglais soit le langage du système d'exploitation. Quand j'ai lancé InDesign, je l'ai en anglais et forcément, il considère que le texte est en anglais. C'est pas bon parce que pour les coupures de mots, pour les corrections orthographiques, ce ne sera pas bon. Il faut que je précise que c'est du français en fait. Donc je vais préciser du français. Vous allez voir que c'est quand même assez précis puisque vous avez du français français et vous avez du français canadien. Bon, ici, je vais faire du français-français. Voilà, parce qu'on n'est pas au Québec, même si, bien sûr, les Français et les Québécois vivent un peu de la même manière. Ils vont conduire leurs gosses à l'école, etc., comme tout le monde. Hein. Petit clin d'œil pour ceux qui connaissent le Québec. Regardez ce que ça veut dire gosse en québécois. Ok, je réduis la taille du caractère parce que tout n'apparaissait pas. Je vais utiliser l'outil texte et aller modifier... Ouais, non. Ah oui, au fait, les 3 petits points ici, ça se fait par Alt point. Ce n'est pas 3 petits points qui se suivent. Hein. Ça, c'est de la typographie. Dans tous les logiciels, ça marche comme ça. Alt point, ça vous fait 3 points. C'est le caractère 3 points. Bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, mais au passage, je l'expliquais parce que ce n'est pas toujours connu. Alors, je vais chasser les poulains dans la savane. Non, je rigole. Je vais chasser ce qui suit le curseur ici à la ligne suivante. Donc, je vais mettre le curseur ici et je vais forcer à aller à la ligne suivante. Ça, c'est comme dans Word. C'est majuscule retour chariot. Donc, je vais vous montrer mon petit clavier virtuel ici. Pour chasser le texte à la ligne suivante, ça fonctionne comme ça dans la plupart des logiciels de mise en page, c'est la touche majuscule et retour chariot.
Pourquoi est-ce que j'appelle pas ça la touche entrée? Parce que dans InDesign, la touche entrée, c'est ça, et ceci a des fonctions supplémentaires. Ça ne marchera pas si vous utilisez la touche entrée du pavé numérique, par exemple. Je ne crois pas que ça marchera. Voilà, donc j'ai ajouté quelque chose ici, en faisant majuscule retour chariot, j'ai ajouté quelque chose ici. Pourquoi ça s'appelle retour chariot, au fait, vous savez pourquoi? La touche retour chariot, carriage return en anglais, ça vous dit rien? En fait, dans les logiciels de mise en page comme InDesign, vous avez des choses qui viennent du passé. C'est fort traditionnaliste. Et voilà, sur une machine à écrire, une machine à écrire mécanique, comme on l'utilisait il y a encore une trentaine d'années, vous avez cette petite patte qui permet de faire revenir la tête d'écriture au début de la feuille et en même temps qui fait sauter une ligne. Donc ça, c'est le retour chariot. Et quand vous enfoncez la touche retour chariot dans InDesign, c'est ce que vous obtenez. Ça passe à la ligne suivante. Mais ici, j'ai fait un retour chariot spécial. J'ai chassé le texte qui était à la suite du curseur par majuscule retour chariot. D'accord? Même cette petite chose-là, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? C'est un fantôme du passé. Gutenberg, les caractères mobiles. Je vous montre. Ça, c'est un outil que les typographes utilisent pour composer des caractères. On va chercher des caractères mobiles en plomb, enfin en alliage plutôt, parce que Gutenberg, c'est aussi sa révolution, c'est l'alliage. On va chercher des caractères mobiles et on les aligne sur ce composteur. Et puis tout ça est réuni dans des blocs. On parle encore de blocs dans les logiciels actuels. Voilà, un beau bloc typographique. Évidemment, c'est à l'envers puisque ça va imprimer. Voilà, donc cette chose que vous voyez dans InDesign, c'est ça en fait. C'est une référence à ce composteur. Cette chose que vous voyez là. Donc c'est marrant, quoi. C'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. Vous voyez ça dans tous les logiciels quasiment de mise en page et vous n'avez jamais compris pourquoi, ce que c'était cette espèce de X bizarre. Voilà. Alors quand on veut faire des mises en page classieuses, ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas trop de couleurs. Maintenant, quand on s'adresse à des enfants, si c'est un catalogue pour un parc d'attractions, pour une visite comment est-ce qu'on appelle ça, un parc zoologique ou quoi, on peut faire des choses un peu plus sympas et un peu plus de mauvais goût. Donc, essayons ça. Hein. Allons-y. On va sélectionner notre bloc avec la flèche noire et on va lui mettre un fond. Alors, n'oublions pas d'enregistrer quand même de temps en temps le document. File, Save As. En changeant le nom, c'est bien, comme ça je garde la progression, et si je me plante complètement, j'aurai au moins la version d'avant. Ah oui, parce qu'on peut se planter au niveau du choix esthétique et faire des trucs horribles, et puis on regrette, et puis pour revenir facilement à la version d'avant, avoir enregistré le document régulièrement sous un nom différent, c'est bien. Alors voilà, vous avez sélectionné votre bloc de titre avec la flèche noire. Vous n'allez pas lui mettre une couleur en double-cliquant ici. On a vraiment intérêt dans InDesign à utiliser le nuancier, la palette Swatches, la palette nuancier. Donc ne faites pas à la manière de Photoshop, choisir comme ça les couleurs. N'utilisez pas non plus la palette couleurs, menu fenêtre, couleur, couleur. Menu fenêtre, couleur, couleur. Ce serait la même erreur. Ça marcherait dans un premier temps, mais vous avez vraiment intérêt à utiliser menu fenêtre couleur, swatches, le nuancier. Pourquoi? Parce que le nuancier, les couleurs qui sont là-dedans, si vous les appliquez à plusieurs objets dans la mise en page, il y a un lien entre la couleur et les objets. En modifiant la couleur dans le nuancier, ça modifiera la couleur de tous les objets. Et ça, c'est intéressant quand on veut faire un changement d'ambiance rapide dans tout un document de dizaines de pages. Ça ne marchera
ce lien entre la couleur et les objets qui utilisent la couleur, ça ne marchera que si elle est dans le nuancier. Alors voilà, menu Window Color Swatches. Vous allez éventuellement pouvoir bien sûr choisir une autre couleur que ça. Alors, c'est un document qui au départ était prévu pour l'impression, mais malgré tout, j'ai décidé d'utiliser des images RVB dedans et j'ai même créé à certains endroits des couleurs RVB. C'est pas un problème. Si vous connaissez des gens qui travaillent dans l'imprimerie depuis les années 90, les années 80, qui n'ont pas remis à jour leurs connaissances, ils vont vous dire « Vous ne devez jamais utiliser des images RVB ou des couleurs RVB dans un document de mise en page qui va être imprimé. » Ça fait 15 ans que Adobe dit que vous pouvez et que c'est même mieux. Donc nous allons créer une couleur RVB ici. Voilà, vous allez dans le menu de la palette Swatches, vous choisissez une nouvelle couleur ici et vous la faites en RVB, ce sera mieux. Vous allez pouvoir faire des couleurs très vives si vous voulez, c'est pas obligatoire. Regardez ça par exemple, ce superbe rose corset de grand-mère. Si je veux l'imprimer en CMJN, il sera terne. Vous allez dire, mais à quoi ça sert de mettre une couleur rose vive comme ça, corset de grand-mère, si ça va devenir un peu pourri comme ça à l'impression? Mais oui, mais c'est pas grave, puisque à notre époque, quand on fait un document InDesign, il sort aussi vers des techniques d'impression meilleures. Il y a l'impression 6 couleurs chez l'imprimeur. Il y a la sortie jet d'encre. Il y a l'affichage sur tablette, sur écran d'ordinateur, sur smartphone. Tout ça peut vous faire la couleur bien vive que l'impression 4 couleurs chez l'imprimeur ne peut pas vous faire. Donc voilà, vous avez un peu l'explication là, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux travailler en RVB. Donc voilà, j'ai mis une couleur qui est là sur le fond de bloc. Je peux encore la modifier en double-cliquant sur elle dans le nuancier, c'est pas un problème. Ce qu'on peut faire aussi, et qui est super intéressant, si ça peut vous aider, c'est quand vous utilisez une couleur, quand vous mettez une couleur à un élément dans une mise en page InDesign, c'est d'utiliser une des couleurs qui sont sur la page. Par exemple, je vous montre ça. Je prends la pipette qui est ici, celle-là. Vous voyez, derrière cette pipette de thème de couleur, vous avez une autre pipette. Je vous montre, je clique sur une image, là par exemple. Cette couleur-là se met sur le bloc. Si je veux pouvoir choisir d'autres couleurs, je suis obligé d'enfoncer la touche Alt et je peux aller comme ça pipeter d'autres couleurs. Donc c'est la pipette qui est là, qui permet, donc vraiment super astuce si vous voulez mettre des couleurs dans une mise en page et vous ne savez pas trop quoi, c'est certain que ça va forcément bien s'accorder avec la page si la couleur vient de la photo. Donc c'est la pipette avec la touche Alt où on doit forcer à qu'elle reste en mode de prélèvement. Parce que la pipette sert à prélever mais aussi à appliquer. Mais là avec la touche Alt, je l'oblige à rester en mode prélèvement. Bien. Alors, est-ce que cette couleur fait partie de celle, je vais réessayer avec la pipette parce que voilà, pour choisir vraiment une couleur un peu différente. Voilà, ok, superbe vert ici que j'ai été chercher dans le fond de l'image de mon loup. Elle n'est pas dans le nuancier. J'ai dit que c'est mieux si elle est dans le nuancier. Bon, ben, ce que vous allez faire à ce moment-là, vous avez la possibilité de double-cliquer sur l'échantillon de couleur ici et de demander « Ajouter la couleur au nuancier ». D'accord? Et voilà, elle est là. OK. Et donc là, ça va. On a un lien entre la couleur et les objets qui vont l'utiliser, cette couleur. Si on veut modifier toutes les couleurs d'un coup, cette couleur-là, dans tout le document, ce sera possible. Si elle est utilisée par plusieurs objets, plusieurs textes, ce sera possible. Bien, on va donner un arrondi au bloc. Il est sélectionné avec la flèche noire. Vous allez... Je vais le repositionner correctement parce que je l'ai un peu bougé. Voilà, c'est important qu'il colle aux marges et aux repères.
Pourquoi? Ben parce que par la suite, si on redimensionne, si on modifie un peu la mise en page, la largeur des pages, ça nous aidera que les blocs collent au repère, c'est important. Bon, alors donc, le bloc est sélectionné. Menu Objet, arrondi, Corner Options. Voilà. Et c'est un arrondi dynamique. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il va danser la salsa. Quand on parle de dynamisme en infographie, ça veut dire qu'une fois qu'on l'a mis, il sera encore modifiable. Il suffira de retourner à cet endroit-là, ce sera modifiable. Donc, je vais choisir ici, la chaîne est là, ça veut dire que ça va le mettre sur les 4 coins d'office. Elle n'est pas cassée, si je clique dessus, elle se casse, mais je ne vais pas la casser, je reclique et elle n'est pas cassée. Je vais mettre des ronds comme ça, des arrondis comme ça, voilà, on les voit. La valeur d'arrondi peut être modifiée ou n'importe où, puisque c'est chaîné de toute façon. Quand je modifie n'importe où, ça modifie tous. Ça modifie les 4 coins. Voilà, ce sont des arrondis dynamiques. J'ai coché la case aperçue, bien sûr, pour le voir derrière en temps réel. OK. Et donc, on peut retourner autant de fois qu'on veut là-dedans. À les remodifier, ça marche. Donc, c'est assez moche, ça fait un peu années 60, mais comme je vous le disais, pour des publications pour des enfants, des trucs sympas, pourquoi pas, on peut faire un peu dans le mauvais goût comme ça. Alors, je remarque que j'ai sur mon rectangle un contour noir que je vais enlever. Je sélectionne le rectangle, je mets la case de contour en avant-plan, diagonale ici. Voilà, on va quand même pas faire à la fois un fond et un contour noir. Ça, ce serait super moche, ça va ressembler à un syllabus de géographie d'école secondaire. Il faut quand même pas pousser. Oui, au fait, oui, les publications scolaires, vous connaissez ça, hein, les publications scolaires, géographie, études du milieu, tout ça, c'est la foire au mauvais goût dans ce genre-là. Hein. Des cartouches, on appelle ça des cartouches dans lesquelles on a le texte qui apparaît. Bon, je vous montre que techniquement, c'est possible de le faire, mais en même temps, je vous dis que, attention, ça dépend du public. Généralement, quand on s'adresse aux adultes et qu'on veut que ce soit un sujet sérieux, on va plutôt garder les choses sobres, des fonds blancs, de la typographie. On ne va pas commencer à mettre des titres. Et alors, souligner les titres, au fait, ça ne se fait plus. Hein. Ça fait quand même 20 ans qu'on ne fait plus du soulignement de titres. Mais ça, on en reparlera. OK. Vous avez réussi à faire ça? Alors, regardez la suite. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Et on va, vous allez regarder, vous allez faire après. Je vais faire une série d'opérations ici. Donc, dans la palette caractères, je vais modifier l'interlignage ici. Voilà. Vous avez vu, c'était entre parenthèses avant que je modifie. Et maintenant, ça n'est plus entre parenthèses. C'était entre parenthèses pour indiquer que c'est l'interlignage par défaut de InDesign, 120% de la hauteur des caractères. Mais je diminue ici. Première chose. Deuxièmement, ne faites pas, regardez, open your eyes. Je sélectionne le bloc, il a un fond coloré qui est là, on le sait. Mais je veux modifier la couleur des caractères. Oui, c'est vrai, je peux les sélectionner avec ça et les modifier, sauf qu'ils vont apparaître en négatif. Comment je vois ce que je fais? Je ne sais pas. Donc je garde bien le bloc sélectionné avec la flèche noire. Et il doit aller jusqu'au bord. C'est pas parfait, voilà. Je garde bien, c'était à cause du contour ça, que ça s'est mal ajusté. Donc je garde bien le bloc sélectionné avec la flèche noire. Et je vais indiquer ici, tiens, je ne travaille pas sur le bloc. Les couleurs ici n'influencent pas le bloc, mais ça va influencer le texte à l'intérieur du bloc. Et à partir de là, je peux aller choisir la couleur du texte. Donc, voilà. Ou créer ma propre couleur. Mais dans ce cas-ci, je vais mettre la couleur du papier, du blanc, ce ne sera pas plus mal. Bien, ça c'était la deuxième chose. Donc, la couleur du texte. J'ai donc modifié d'abord l'interlignage ici, puis j'ai été modifier la couleur du texte en indiquant bien que je travaille sur le texte. Et j'ai vu directement ce que ça donne. Et maintenant, je vais faire le centrage dans les deux sens.
Et pour centrer horizontalement, je vais devoir utiliser la palette paragraphe, menu texte paragraphe, type paragraphe. Non, merci. C'est la petite Z de InDesign. Voilà. Donc je centre, il faut que le bloc soit sélectionné, sinon ça ne marche pas. Je centre horizontalement. Bon, ça veut dire que de chaque côté, à gauche et à droite du texte, j'ai le même espace, quoi. En principe. Si j'ai pas commencé à être chipoté ici pour mettre des marges et des alinéas, des retraits, ça marche. Maintenant, le centrage vertical. Ça ne va pas se faire sur le travail du texte, mais sur le bloc texte. Pour ça, il faut travailler sur le bloc texte. Et je vais aller dans menu Objet, Options de bloc de texte. Et c'est là que je peux dire, tiens, le texte doit être au centre ou en bas, mais dans ce cas-ci, je vais faire au centre du bloc. Donc, verticalement, il s'est mis au centre, à peu près. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'espace au-dessus, quoique, c'est la hauteur des capitales qui compte. Ça peut se modifier. Dans les options de bloc de texte où je viens d'aller, ça se modifie aussi, ça. Donc, c'est menu Objet, Options de bloc de texte. Bien. Et j'ai demandé alignement centré. OK, c'est dans les options de ligne de base qu'on règle la manière dont les choses se passent au niveau de la ligne du dessus. Peu importe, ça devient un peu trop compliqué. Alors allez-y, faites ça. Regardez ce que ça donne en aperçu, en enclenchant l'aperçu, en cliquant à côté de tout. Voilà. Il n'est pas interdit d'aller sélectionner une partie du texte et spécifiquement lui mettre une dimension différente du reste. Ça amène un peu de variété. Souvenez-vous qu'il ne faut pas hésiter à amener un peu de variété dans les choses, sinon c'est moche. Voilà, ce genre de choses par exemple. La ligne du dessus est à 28 points, la ligne du dessous est à 36. C'est le genre de choses qui, voilà, ça ressemble un peu plus à quelque chose de correct. Bon, ça m'ennuie quand même que j'ai l'impression qu'il est un peu trop bas. Je vais quand même sélectionner le bloc et dans les options de bloc de texte, CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac. Je ne vais pas aller jouer là-dessus que je vous ai montré tout à l'heure, je vais plutôt aller jouer sur... non, ça ne marchera pas sur un bloc arrondi. Je laisse tomber, ce sera trop compliqué pour maintenant.